Ma belle-sœur m'a giflé lors du dîner de mon propre anniversaire de mariage. Devant mes propres enfants, parce que je m'étais servi une assiette de nourriture avant elle. Tu oublies ta place dans cette famille, a-t-elle lancé. Les mains encore levées comme si elle en était fière. Mon mari a détourné le regard. Il ne s'est pas levé. Il n'a pas prononcé un seul mot pour me défendre. Alors j'ai posé ma fourchette. Essuyé mes mains sur la serviette de lin que j'avais moi-même repassée ce matin-là. Et je l'ai giflé à mon tour, plus fort, sans la moindre hésitation. Puis je me suis tourné vers l'homme que j'aimais depuis l'âge de 22 ans et je lui ai dit. Un mari qui ne peut pas défendre sa femme devant une salle pleine de gens ne mérite pas de rester. Son mari. J'ai pris la main de ma fille d'une main et celle de mon fils de l'autre. Et je suis sorti de la maison que j'avais payée. Encore vêtu de la robe que j'avais achetée pour l'occasion. 2 ans plus tard. La même famille qui m'avait dit de me souvenir de ma place allait apprendre de la façon la plus dure possible exactement quelle était la sienne. Je m'appelle Jocelyn Callaway, et j'ai grandi dans une maison avec une allée circulaire. Mon père a construit la moitié des parcs de bureaux de notre comté à partir de rien d'autre qu'un prêt de construction et une pure obstination. Je n'ai jamais manqué de rien sur le plan matériel en grandissant. Ce que je voulais, la seule chose que l'argent ne pouvait pas m'acheter. C'était un amour qui me semblait m'appartenir et non à un tableau de calcul. Pas arrangé, pas négocié. Pas choisi pour le bien d'une fusion entre 2 familles aux comptes bancaires assortis. J'ai trouvé cet amour en Grantham Thorne quand j'avais 22 ans. Dans un café à 3 pâtés de maison de mon appartement d'étudiante. Un mardi pluvieux ordinaire qui est devenu, d'une manière ou d'une autre, le début de tout. Il ne ressemblait en rien aux hommes polis que ma mère faisait défiler devant moi lors des déjeuners. Du country club. Grantham conduisait une voiture avec 200 000 miles au compteur et travaillait de longues heures peu glamour dans un cabinet d'architecture de taille moyenne. Esquissant des bâtiments qu'il n'avait pas encore l'ancienneté de concevoir lui-même. Il m'a fait rire si fort ce premier après-midi que j'ai renversé mon verre sur la table et sur nous. 2. Ni l'un ni l'autre n'en a eu cure. Nous avons parlé pendant 4 heures. J'ai manqué un groupe d'études auquel j'avais promis d'assister et je n'y ai pas pensé une seule fois. Avant le lendemain matin. Mon père se montrait sceptique à son égard. De cette manière discrète dont les pères se montrent sceptiques face aux hommes qui se présentent. Sans un curriculum vitae attaché à leur nom. Ma mère s'inquiétait plus d'une fois qu'un homme épousant de l'argent apprenne parfois à tolérer la femme pour le bien de tous ceux qui l'entourent. Je lui ai dit qu'elle avait tort. J'étais si certaine à l'époque. Debout dans la cuisine de mes parents à défendre un homme que je connaissais depuis 8 mois. Qu'elle ne comprenait simplement pas ce que j'avais trouvé. Nous nous sommes mariés lors d'une petite cérémonie payée par mes parents. Dans un jardin derrière l'ancienne église de ma grand-mère. La famille de Grantham a assisté avec une raideur attentive étrange que j'ai prise à l'époque pour de la timidité. Ce n'était pas de la timidité. C'était du calcul, calme et patient. Et je n'avais pas encore le vocabulaire pour le reconnaître pour ce qu'il était. La mère de Grantham, Finanella, dirigeait son foyer comme une cour en miniature. Sa sœur aînée, Wilhelmina, en était la princesse couronnée incontestée, célibataire. Financièrement dépendante de l'entreprise de traiteur familial que le défunt mari de Finanella avait laissé derrière lui. Et discrètement ressenti envers quiconque menaçait de déplacer le centre de gravité de la famille ne serait-ce que d'un pouce. J'étais cette menace, que je le veuille ou non. Une femme avec son propre argent, ses propres opinions, et un mari qui, dans ses premières années, me regardait réellement comme si j'avais plus d'importance que l'approbation de sa sœur. Cela n'a pas duré aussi longtemps que je l'aurais voulu. Je me souviens clairement de la première véritable fissure. Parce que je l'ai rejouée tant de fois depuis. C'était notre 2e fête de l'Action de grâce en tant que couple marié. J'avais passé toute la journée à préparer un repas à partir d'une fiche de recette de l'écriture de ma grand-mère défunte. Wilhelmina a piqué dans la farce. A posé sa fourchette avec un petit cliquetis délibéré contre la porcelaine. Et s'est adressée à la table entière.
C'est touchant quand certaines personnes essaient si fort de prouver qu'elles appartiennent quelque part où elles n'étaient clairement pas nées. Tout le monde a ri de ce petit rire mal à l'aise que l'on donne quand on sait exactement ce qui a été dit et que l'on choisit de ne pas le reconnaître. Grantham a tendu la main vers la saucière et a changé de sujet pour parler de football. Je suis restée assise, tenant mon verre d'eau trop fort, et je n'ai rien dit. L'année suivante, lors du baptême de mon fils Callahan, Finanella m'a accosté près du placard à manteau alors que je tenais encore mon nouveau-né. D'une voix aussi douce que possible. Elle m'a dit que l'argent pouvait acheter une belle chambre d'enfant, ma chère. Mais qu'il ne pouvait pas acheter de bonnes manières. Et qu'elle s'inquiétait parfois de ce que nos petits-enfants absorberaient à force d'être autant exposés à cela. Je suis resté là, berçant mon fils nourrisson, et je n'ai rien répondu. J'avais déjà appris à cette époque qu'argumenter ne faisait que rendre la pièce plus froide pendant des jours, et Grantham n'avait jamais une seule fois pris ma défense de lui-même. Il y a eu un autre moment 2 ans plus tard, pour l'anniversaire de Finanella. J'avais discrètement couvert la totalité de la facture de traiteur après que l'entreprise de Wilhelmina, celle-là même qui était censée prospérer, se soit trouvée à court de fonds à la dernière minute. Personne ne m'a remercié. Wilhelmina a simplement remarqué, assez fort pour que les traiteurs eux-mêmes l'entendent, que c'était bien que Jocelyn ait enfin trouvé une utilité à tout cet argent de famille en dehors d'eux. La décoration. J'ai ri avec les autres ce soir-là. Parce que rire avec les autres était devenu une forme de survie discrète. Il y a eu des dizaines de ces moments dispersés au fil des années. De petites coupures précises livrées avec un sourire. Toujours devant un public assez large pour que toute réponse paraisse excessivement réactive. Toujours suivi du silence particulier de mon mari. Pas de l'accord. Juste un refus constant de dépenser ne serait-ce qu'une once de son propre confort pour défendre le mien. Je me suis dit année après année que cela en valait la peine. L'amour signifiait absorber quelques mots tranchants pour le bien de l'unité familiale. Pour le bien de mes enfants ayant des grands-parents. Pour le bien de l'homme que j'avais choisi plutôt que toutes les options plus sûres que mes parents avaient un jour discrètement aligné pour moi. Je me suis dit bien des choses pendant 11 ans de mariage. Chacune d'elles était un petit mensonge nécessaire pour que je puisse continuer à l'aimer sans que le ressentiment me dévore toute vive. Nous avions alors 2 enfants. Ma fille Béatrix, 7 ans et affûtée comme une lame, et mon fils Callahan, 5 ans. Qui vénérait son père avec la dévotion sans complication dont seuls les petits garçons semblaient capables. J'avais aussi bâti ma propre carrière, dirigeant une boutique de design d'intérieur qui, au fil des années, avait discrètement commencé à éclipser les revenus de Grantham provenant du cabinet d'architecture. Je ne lui en ai jamais fait le reproche. Je ne l'ai jamais fait se sentir petit pour cela. Pas même pendant les mois où j'ai couvert entièrement l'hypothèque à moi seul. Parce que mon travail de design me faisait souvent voyager et visites de chantier. Installation client. Voyage d'achat hors de l'État, Grantham avait naturellement pris en charge la plupart de nos opérations bancaires quotidiennes à un moment donné. Un petit arrangement pratique qui m'avait semblé relever du travail d'équipe à l'époque. Je n'ai cessé d'aplanir chaque silence gênant créé par sa famille parce que je croyais qu'un mariage était une chose que l'on protégeait. Même pendant les années où il avait clairement cessé de vous protéger en retour. La maison dans laquelle nous vivions. Un colonial avec une véranda enveloppante que Wilhelmina aimait commenter comme si elle en possédait. Une part invisible, avait été achetée avec l'aide de ma famille. Mon père avait couvert la compte comme cadeau de mariage. Et j'avais financé chaque rénovation depuis, pièce par pièce. Avec l'argent que j'avais gagné moi-même. Sur le papier, la maison appartenait à Grantham et à moi à parts égales. En pratique, Finanella et Wilhelmina la traitaient comme un bien de la famille Thorne dans lequel on me permettait simplement de vivre. À condition que je me comporte bien et que je me souvienne de quel nom portait le plus de poids. Cette table. Je ne comprenais pas encore à quel point elle prenait cette dernière partie au pied de la lettre. Notre 11e anniversaire de mariage tombait un samedi au début de l'automne.
Je voulais pour une fois le célébrer comme je me souvenais de nos toutes premières années. Chaleureux, sans réserve, entièrement à nous. Grantham a demandé la semaine précédente si sa mère et sa sœur pouvaient se joindre à nous. Juste cette fois, parce que cela aurait un sens pour Finanella d'être incluse. Parce que j'essayais encore, même après tout, j'ai dit oui. J'ai passé 3 jours à préparer ce dîner. Un poulet rôti au romarin et au citron. Un plat de riz sauvage que ma mère m'avait appris quand j'étais petite. Un fondant au chocolat que j'avais répété 2 fois avant d'obtenir la bonne texture. J'ai mis la table moi-même. J'ai repassé les nappes moi-même. J'ai cueilli des fleurs fraîches dans le jardin de ma mère ce matin-là. Finanella est arrivée la première. Passant les doigts le long de la nappe comme une femme qui audite une entreprise en laquelle elle n'a jamais eu confiance. Wilhelmina est arrivée 20 minutes en retard, exactement comme toujours. Et s'est installée à la place d'honneur d'une table que Grantham lui a discrètement laissée dans notre maison, le jour de notre anniversaire, sans un regard de mon côté. J'ai laissé faire. J'ai toujours laissé faire. Quand la nourriture a été prête, j'ai d'abord servi les enfants. En me dépêchant pour que rien ne refroidisse. Puis, enfin, je me suis servi et je me suis assise. J'avais à peine levé ma fourchette que la main ouverte de Wilhelmina a traversé la table et m'a frappé à la joue. Mes oreilles ont bourdonné. Ma vision s'est brouillée de blanc sur les bords pendant une seconde entière. Tu oublies ta place dans cette famille, a-t-elle dit. C'était assez fort pour que la fourchette de Béatrix cliquette contre son assiette. Callahan s'est figé en plein milieu d'une bouchée. La pièce est devenue silencieuse, à l'exception de mon propre pouls derrière mes yeux. J'ai regardé Grantham. J'ai regardé l'homme que j'avais épousé par amour, l'homme dont la famille j'avais nourri. Financé et discrètement pardonné pendant 11 années d'affilée. Il regardait son propre assiette. Comme si la nappe contenait quelque chose de plus urgent que le visage rougi de sa femme. Quelque chose en moi qui se fissurait lentement depuis plus d'une décennie a finalement cédé. J'ai posé ma fourchette. J'ai essuyé mes mains sur ma serviette, lentement. De la façon dont on bouge quand le corps a besoin d'un moment pour rattraper une décision que l'esprit a déjà prise. Puis j'ai tendu le bras à travers la table et j'ai frappé Wilhelmina en retour. Avec tout le poids de 11 années de silence derrière. Le souffle qui a parcouru la table a presque réussi à me faire rire. Comme si c'était moi qui avais enfreint quelque règle sacrée. Je me suis levé. J'ai regardé Grantham, pas Wilhelmina, pas Finanella. Lui et j'ai dit les mots qui étaient restés enroulés dans ma poitrine pendant des années. Un mari qui ne peut pas défendre sa femme devant une salle pleine de gens ne mérite pas de rester son mari. Il n'a pas argumenté. Il ne s'est pas excusé. Il est resté assis, stupéfait. Comme un homme qui n'avait jamais une seule fois envisagé que son silence puisse avoir un coup. J'ai pris la main de Béatrix dans la mienne, celle de Callahan dans l'autre. Et j'ai emmené mes 2 enfants hors de cette salle à manger, hors de cette maison. Et dans ma voiture, encore vêtue de la robe que j'avais achetée pour nous deux. J'ai conduit directement chez mes parents, à 40 minutes de là. Ma mère a ouvert la porte avant même que je frappe, a jeté un regard à mon visage et a dit. Entre. Ma chérie. Tu es en sécurité ici maintenant. La maison de mes parents avait toujours ressemblé à une forteresse d'un genre différent. Pas celle construite pour me maintenir dans le rang, mais celle construite pour me protéger. Ma mère a préparé l'aile des invités pour moi et les enfants en une seule journée. Sans demander combien de temps nous pourrions rester. Mon père m'a serré assez fort pour que je me sente. Pour la première fois depuis plus longtemps que je voulais l'admettre, entièrement sans peur. Grantham a appelé ce soir-là, puis le lendemain matin, puis toutes les quelques heures après cela. Jusqu'à ce que mon téléphone vibre presque à en chauffer dans ma poche. J'ai laissé la plupart des appels aller sur la messagerie. Quand j'ai finalement répondu, 3 jours plus tard. Assise seule sur la véranda arrière de mes parents. Il était plein de ces excuses qui se présentent sous l'apparence de l'amour. Mais qui ne sont en réalité que la peur des conséquences.
J'aurais dû dire quelque chose. Je le sais maintenant. Je suis désolé. On peut réparer ça. Ma famille s'excusera. S'il te plaît, rentre juste à la maison. Les enfants ont besoin de leur père. Je lui ai posé une seule question. Combien de fois? Grand-âme? Combien de fois en 11 ans as-tu regardé ta mère ou ta sœur m'humilier à ma propre table? Et n'a absolument rien dit? Il n'avait pas de réponse, parce que nous savions déjà tous les deux par cœur. Trop de fois pour les compter. J'avais arrêté de compter vers la 4e année. Parce que compter rendait trop douloureux de rester. Pendant ces premières semaines étranges et silencieuses, je me suis appuyé plus fort que je ne m'y attendais sur ma associée, Yan. Une femme solide qui avait bâti le cabinet de design à mes côtés. D'un bureau à 2 bureaux à quelque chose qui employait maintenant 11 personnes. Elle est apparue sur le porche de mes parents le dimanche suivant le dîner avec des plats à emporter. Et aucune question, s'est assise avec moi pendant que les enfants faisaient la sieste et a dit. Je t'ai vu porter cette famille pendant une décennie. Quoi que tu décides maintenant. Le cabinet te porte. C'était une chose si petite à dire, et cela m'a complètement défaite. Parce que c'était la première fois depuis des années que quelqu'un me disait que j'avais le droit d'être porté au lieu de tout porter moi-même. J'ai déposé une demande de divorce 11 jours après le dîner d'anniversaire. J'ai engagé un avocat nommé Barnaby Coyle. Un homme tranchant et imperturbable auquel mon père avait fait confiance pendant des décennies d'affaires. Je lui ai dit clairement ce que je voulais. Mes enfants, ma maison. Et la vérité sur ce que cette famille nous avait réellement fait pendant plus d'une décennie. À ce stade, un soupçon discret s'était formé qu'il y avait plus que de la cruauté sous le mépris de Finanelae. Wilhelmina. Je soupçonnais qu'il y avait de l'argent en jeu quelque part. J'avais raison. Bien que je n'eusse encore aucune idée de la profondeur de la chose ni du temps qu'il faudrait pour entièrement démêler. C'est Barnaby qui l'a trouvé en premier. Enfoui dans les documents financiers exigés pour le divorce. Au cours des 4 dernières années. Plus de 60 000 $ avaient quitté notre compte joint du foyer en petits virements. Irréguliers, jamais assez importants à eux seuls pour lever un drapeau. Et facile à manquer étant donné que Grand-Âme s'occupait de la plupart de nos opérations bancaires. Mensuelles depuis des années, tandis que mon travail me maintenait sur la route. L'argent était allé à Wilhelmina, non pas sous forme de cadeaux, mais de prêts jamais remboursés. Canalisé discrètement par Grand-Âme pour maintenir à flot l'entreprise de traiteur de sa sœur. Une entreprise que Finanella avait financée pendant des années et refusait de laisser mourir. Même tandis qu'elle perdait de l'argent derrière une vitrine soignée. Grand-Âme avait signé ses virements en utilisant un compte que j'avais presque entièrement alimenté. Avec mes propres revenus, sans jamais me dire où l'argent allait réellement. Cette découverte, aussi douloureuse fut-elle, n'était pas le pire. Enfoui plus profondément dans les papiers se trouvait un formulaire de cession rapide notarié daté de 18 mois plus tôt. Tentant de transférer une participation de 10% dans notre maison, la maison que mon propre père m'avait aidé à acheter au nom de Finanella. Ma signature figurait en bas de la page, à l'encre que je n'avais jamais posée là. Barnaby a fait venir un expert en documents forensiques qui a signalé des motifs de pression inconsistants et des points de soulèvement de stylo qui ne correspondaient pas à ma signature. Authentique figurant dans les dossiers de notre prêteur hypothécaire. C'était un faux convaincant, mais pas parfait. Barnaby a pris soin de me prévenir dès lors de ne pas m'attendre à une résolution rapide. Une affaire de faux de ce genre, a-t-il dit, devrait passer par le bureau de l'enregistreur. Puis éventuellement un signalement pénal. Et ce genre de processus avance rarement vite, peu importe la force des preuves le premier jour. Le bureau de l'enregistreur du comté a confirmé quelque chose qui m'a glacé. Leur propre processus de vérification de routine avait en fait signalé le transfert des mois plus tôt et l'avait discrètement retenu en attendant une documentation qui n'avait jamais été fournie. Il n'avait jamais abouti pleinement. Mais la tentative elle-même était réelle, délibérée, et selon Barnaby. Très probablement une affaire pénale que le bureau du procureur de district aurait besoin de moi.
Et non de semaines, pour évaluer correctement. Barnaby m'a expliqué à quoi ressemblait réellement ce calendrier. Assis en face de moi dans son bureau avec un bloc-notes couvert d'une écriture petite et soignée. Le bureau de l'enregistreur devrait formaliser le signalement du transfert et transmettre leurs dossiers internes. Un détective de l'unité des crimes financiers devrait interroger la notaire qui avait traité le formulaire pour déterminer si elle avait été trompée ou si elle était d'une manière ou d'une autre complice. Les dossiers bancaires liés aux frais originaux de notarisation devraient être assignés. Rien de tout cela, m'a-t-il dit clairement, n'avancerait au rythme du divorce lui-même, qui avançait déjà plus vite que la plupart. Je me souviens d'avoir hoché la tête dans son bureau, absorbant l'idée que je pourrais passer les prochaines années de ma vie à encore entendre des nouvelles de cette affaire et des appels téléphoniques et par longtemps après que les documents de garde soient signés et que les cartons de déménagement soient déballés. Je me souviens d'avoir appelé mon père ce soir-là, assis seul dans ma voiture dans le parking de Barnaby, parce que je ne pouvais pas me résoudre à prononcer les mots à l'intérieur de la maison de mes parents où les enfants pourraient entendre. Mon père a écouté sans interrompre, de la façon dont il avait toujours écouté quand j'étais petite. Et quand j'ai enfin terminé, il a seulement dit: Tu as bâti cette maison de tes propres mains autant que n'importe quel entrepreneur. Personne ne te l'enlève tant que je respire encore. Ce n'était pas une stratégie juridique. C'était simplement ce dont j'avais besoin d'entendre. Puis Barnaby a trouvé un second fil, auquel aucun de nous ne s'attendait. En croisant par habitude les dossiers du comté, il a découvert que Finanella avait tenté une manœuvre de cession rapide presque identique des décennies plus tôt, contre la propre sœur de son défunt mari, dans un litige immobilier qui s'était discrètement réglé hors de la vue du public. Ce n'était pas un simple écart de jugement. C'était un schéma qu'elle n'avait fait qu'attendre le bon moment non surveillé pour répéter. Il y avait encore une pièce, et elle est venue d'un endroit auquel je ne m'attendais jamais. Une ancienne employée de l'entreprise de traiteur de Wilhelmina, une jeune femme nommée Odessa, qui avait démissionné 2 ans plus tôt après n'avoir pas été payée pendant un mois, a contacté le bureau de Barnaby une fois que le bruit de l'enquête l'a discrètement atteinte. Elle avait conservé des copies de factures qu'on lui avait autrefois demandé d'augmenter pour des événements familiaux, y compris mon propre dîner d'anniversaire, afin qu'une partie de ce que j'avais payé puisse être discrètement redirigée. C'était une petite somme comparée à tout le reste. Mais cela confirmait quelque chose que j'avais commencé à soupçonner depuis le début. Rien de la chaleur de cette famille à mon égard n'avait jamais été entièrement ce qu'elle paraissait. Odessa a dit à Barnaby, presque comme une réflexion après coup lors de leur deuxième conversation, qu'elle avait vu Wilhelmina faire la même chose à au moins un autre client au fil des années. Un client de mariage qui n'avait jamais réalisé que la facture finale ne correspondait pas à ce qui avait réellement été livré. Barnaby l'a noté pour le dossier, même si cela n'est jamais entré directement dans notre affaire. Cela confirmait simplement une fois de plus que cela n'avait jamais été un simple écart de jugement, né du désespoir. C'était simplement la façon dont cette famille fonctionnait quand elle pensait que personne à l'extérieur n'y prêtait suffisamment attention. Les 2 années suivantes se sont déroulées plus lentement que je ne le voulais. D'une certaine manière, plus vite que je ne le craignais. Barnaby a transmis le faux de cession rapide à l'unité des crimes financiers du procureur de district, et le bureau de l'enregistreur a pleinement coopéré, fournissant leurs dossiers internes de signalement comme preuve que le dépôt avait été intercepté avant d'être achevé. Grantham, confronté au dossier de transfert, a insisté sur le fait qu'il n'avait pas eu connaissance du faux lui-même. Seulement des prêts à sa sœur, qu'il appelait encore « aider la famille ». Comme si 11 années de ma générosité discrète n'avaient pas déjà été exactement cela. Donner librement sans qu'on m'ait jamais demandé de signer quoi que ce soit. Je ne l'ai pas pleinement cru. À ce stade, cela n'avait plus d'importance pour moi de le croire ou non. Les procédures de garde ont avancé sur la force d'un schéma que je n'avais pas réalisé avoir documenté pendant des années. Photographie. Entrée de calendrier et messages montrant que j'avais géré chaque événement scolaire.
Chaque rendez-vous médical, chaque fièvre de minuit. Tandis que Grand-Âme s'en remettait constamment aux opinions de sa mère sur la façon dont nos enfants devaient être élevés. Le tribunal m'a accordé la garde principale avec un calendrier de parentalité structuré pour Grand-Âme et l'obligation qu'il fournisse un compte rendu complet de l'endroit où étaient passés les 60 000 $ manquants avant que certains termes de visite ne soient finalisés. Béatrix a eu plus de mal que Callahan pendant ses premiers mois. Assez âgée pour sentir que quelque chose avait fondamentalement changé. Mais trop jeune pour avoir les mots pour le dire. Elle m'a demandé une fois, blottie contre mon côté sur le canapé, si c'était de sa faute. Si le fait de s'être aussi servie elle-même avait d'une manière ou d'une autre empiré les choses ce soir-là. J'ai pris son visage entre mes deux mains et je lui ai dit que rien de ce dîner n'avait jamais concerné une assiette. Il s'agissait d'une femme qui avait besoin de quelqu'un de plus petit qu'elle pour se sentir puissante, et que cela n'avait jamais, pendant une seconde, été quoi que ce soit que Béatrix avait fait de mal. Callahan, à sa manière de 5 ans, a simplement demandé quand il récupérerait sa propre chambre. Je lui ai promis une version de maison qui n'existait pas encore, mais que j'avais l'intention de bâtir malgré tout. À la 2e année, les 2 enfants s'étaient installés dans un nouveau rythme qui, à mon soulagement discret, semblait presque entièrement ordinaire. Béatrix a rejoint une équipe de football à sa nouvelle école et rentrait la plupart des après-midi. En parlant davantage d'une fille nommée Priscilla dans son équipe que de quoi que ce soit qui s'était passé à cette table. Callahan a cessé de demander son ancienne chambre dès que sa nouvelle s'est remplie des mêmes posters de dinosaures et des camions jouets à moitié cassés qu'il avait toujours aimés. Et j'ai réalisé, en le regardant bâtir une ville entière avec des coussins de canapé un samedi après-midi, que les enfants absorbent bien plus de résilience d'une maison stable qu'ils n'en tirent jamais. D'une maison compliquée maintenue ensemble par le silence. La maison, ma maison, a été entièrement rétablie à mon nom une fois le rapport de l'expert forensique accepté par le tribunal de la famille et la revendication de propriété de Finanella formellement annulée par le comté. Le signalement pénal contre elle avance plus lentement, exactement comme Barnaby me l'avait averti. Au moment où je raconte ceci, le bureau du procureur de district est encore en train de construire cette affaire. Et Barnaby dit que des affaires de ce genre peuvent prendre des années avant que quiconque ne voie l'intérieur d'une salle d'audience. Le résultat civil, en revanche, est déjà acquis. Grand-Âme. Plutôt que de combattre une enquête pour fraude qui aurait entraîné sa mère et sa sœur plus loin dedans, a accepté un règlement qui incluait la restitution complète des fonds détournés, payés en versements structurés. L'entreprise de traiteur de Wilhelmina a fermé dans la première année après que la famille a enfin coupé l'argent qui n'avait jamais vraiment été le leur à donner. Une poignée de ses clients de longue date ont plus tard confié à des connaissances communes qu'ils avaient soupçonné depuis des années que quelque chose n'allait pas dans sa facturation, mais qu'ils n'avaient jamais voulu être ceux qui le soulèveraient publiquement. Finanella. Confronté à la réelle possibilité de sa propre exposition tant sur la récente tentative de cession rapide que sur le schéma vieux de plusieurs décennies que Barnaby avait déterré, s'est retiré de tout contact ultérieur avec moi, non par remords, je le soupçonne, mais par peur de ce que la proximité continue pourrait désormais lui coûter. La nouvelle a circulé discrètement dans la famille élargie, de la façon dont elle circule toujours. Le frère aîné de mon père, un juge à la retraite qui avait toujours maintenu une distance polie avec le côté de Grand-Âme de la famille, m'a appelé directement une fois qu'il a entendu parler de la cession rapide et m'a dit qu'il n'avait jamais fait confiance à la chaleur de Finanella. Pas une seule fois en toutes les années où il l'avait vu opérer lors des réunions de famille. Le propre cousin plus jeune de Grand-Âme, un homme doux nommé Desmond, qui avait toujours été gentil avec moi en arrière-plan, m'a envoyé un court message privé une fois que l'histoire est devenue impossible à garder silencieuse pour la famille. Il a dit qu'il était désolé, qu'il avait remarqué des choses au fil des années, et n'avait jamais dit un mot. Je l'ai apprécié, même en le reconnaissant pour ce qu'il était. Une autre version du même silence dans lequel j'avais vécu pendant 11 ans.
arrivant seulement plus doucement et bien trop tard pour changer quoi que ce soit. Quelque part au milieu de cette deuxième année. Tandis que le signalement pénal restait discrètement dans une file d'attente au bureau du procureur de district et que le calendrier de garde s'installait enfin dans un rythme sur lequel les enfants pouvaient compter, j'ai remarqué quelque chose qui changeait en moi et auquel je ne m'attendais pas. Mon cabinet de design a grandi plus vite pendant ces 2 années qu'il ne l'avait fait au cours des 5 précédentes combinées. Les clients ont commencé à demander doucement pourquoi mon travail semblait soudain plus audacieux. Moins prudent, moins préoccupé de plaire à tous les goûts possibles dans une pièce. Je n'avais pas de réponse habile pour eux. Je savais seulement qu'une version de moi qui ne passait plus la moitié de son énergie à gérer la famille de quelqu'un d'autre avait beaucoup plus d'énergie restante pour tout le reste. Grantham a demandé à me revoir une dernière fois avant que le divorce ne soit finalisé. Il s'est assis en face de moi dans la salle de conférence de Barnaby. Plus vieux d'une certaine façon qu'il ne l'avait paru 2 ans plus tôt. Et a dit les mots que j'aurais autrefois donné presque n'importe quoi pour entendre. Je suis désolé pour tout. J'aurais dû te choisir à chaque fois. Et je ne l'ai pas fait. J'ai cru, dans le moment, qu'il le pensait. Mais une excuse offerte seulement après que l'argent est trouvé et que les papiers sont signés n'est pas un repentir. C'est du contrôle des dégâts. Arrivant des années trop tard pour signifier ce qu'elle aurait pu signifier autrefois. J'avais passé 11 ans à pardonner de plus petites versions de ce même silence. Espérant chaque fois que le prochain affront serait celui qui le changerait. Le dîner d'anniversaire n'avait simplement été que la dernière paille sur un talon d'une décennie, et j'en avais fini de distribuer le pardon gratuitement. Je sais, lui ai-je dit calmement. Mais je ne suis plus la même femme qui n'a cessé de te pardonner pour cela. Je n'ai aucun intérêt à redevenir elle. Le divorce a été finalisé un mardi gris. Je suis sorti de ce palais de justice en tenant les mains de mes 2 enfants de la même façon que je les avais sortis de cette salle à manger 2 ans plus tôt. Sauf que cette fois, je ne fuyais rien. Je marchais vers le reste de nos vies dans une maison qui, enfin, nous appartenait pleinement et uniquement. Ian a organisé un petit dîner pour moi et les enfants la semaine où le divorce a été finalisé. Rien d'élaboré. Juste sa propre table de cuisine encombrée de chaises dépareillées et de trop de nourriture. Mais c'était le premier anniversaire de quelque nature que ce soit que j'avais célébré depuis des années où chaque personne à la table voulait réellement que j'y sois. Je me suis servi la première ce soir-là sans y penser 2 fois. Personne n'a même cligné des yeux. Ma mère était assise en face de moi ce soir-là, regardant mes enfants se disputer joyeusement pour le dernier petit pain. Et m'a dit calmement qu'elle ne m'avait pas vu rire aussi facilement depuis plus d'une décennie. Elle avait raison. Et je n'avais même pas remarqué la différence en moi jusqu'à ce qu'elle le dise à voix haute. Béatrix m'a demandé récemment pourquoi tante Wilhelmina ne venait plus à ses fêtes d'anniversaire. Je lui ai dit la vérité avec des mots qu'une fillette de 7 ans pouvait porter. Certaines personnes oublient que l'amour n'est pas quelque chose que l'on a le droit de tenir pour acquis simplement parce que quelqu'un continue de le donner librement. Parfois, les gens qui nous aiment le plus doivent être ceux qui leur enseignent enfin où ce don s'arrête. Je pense souvent à ce dîner, non pas à la gifle elle-même. Je n'ai jamais regretté de l'avoir rendu. Je pense au silence qui l'a immédiatement précédé. 11 années de silence de la part de la seule personne qui était censée se tenir entre moi et une salle pleine de gens essayant de me mettre à ma place. J'ai appris à la fin que l'endroit où j'appartenais vraiment n'était jamais au bas de la table de quelqu'un d'autre, attendant mon tour pour recevoir des miettes de respect. C'était à la tête de la mienne. Si quelqu'un dans votre propre famille vous a un jour fait sentir que vous deviez mériter une place à une table à laquelle vous étiez déjà légitimement assis, qu'est-ce qu'il faudrait finalement pour que vous vous leviez et partiez pour de bon?